C'était un homme modeste, une silhouette qu'on apercevait parfois au petit matin en train de courir, seul, dans les rues de sa capitale. Un étudiant en sciences d'une trentaine d'années qui se glissait sans bruit sur les bancs de l'université au milieu de ses pairs. Un militaire, toujours vêtu d'un simple treillis sur lequel il n'arborait aucune décoration. Un chef d'État, enfin, qui se gardait bien de céder au goût du faste et de la mégalomanie si répandue parmi les dirigeants, en particulier ceux du tiers-monde. Bref, un homme politique atypique. Mais, alors qu'il était à la tête de son pays depuis 8 ans, et qu'il était estimé par un grand nombre de ses compatriotes, il a été assassiné. C'était, il y a tout juste un quart de siècle, dans un petit pays d'Afrique qui, malgré les apparences et un régime politique autoritaire, avait gardé des liens profonds avec la France. Marienne Ngouabi, président de la République populaire du Congo, avait 39 ans. Et on ne sait toujours pas exactement qui l'a tué, ni surtout qui a commandité son assassinat. C'est pourquoi M. X m'a proposé cette semaine de revenir sur cette affaire où, comme d'habitude en Afrique, la France est concernée au premier chef. Encore un mot, avant d'écouter mon interlocuteur. Ngouabi est devenu un mythe au Congo, le Congo-Brazzaville, comme on l'appelait, pour le différencier de son grand voisin, l'ex-Congo belge. Un mythe parce qu'il est mort jeune et qu'on s'accorde généralement pour considérer que c'était un dirigeant honnête, tout entier dévoué à son pays, même si sa pratique politique prêtait parfois à sourire. Mais les pays sont ainsi faits qu'ils ont besoin de héros, surtout lorsqu'ils les ont dévorés. Vous le savez, rares sont nos anciennes colonies qui ont vécu sans drame leur accession à l'indépendance et les années qui ont suivi. Vous avez une explication. Bon, d'une façon générale, les anciens États coloniaux, parce que la France n'est pas la seule à être en cause, ont mal préparé la décolonisation. Et d'abord parce que, à quelques exceptions près, on s'était bien gardé de former les cadres susceptibles de diriger ces nouveaux États. Ensuite, parce que les anciens colonisateurs ont voulu garder un œil sur ces pays après l'indépendance. Afin de préserver leurs intérêts économiques. Naturellement, et leurs intérêts politiques aussi. Mais nous en avons souvent parlé ensemble, me semble, inutile d'y revenir. Par conséquent, l'ancien colonisateur n'a cessé d'interférer dans la vie de ces pays. Et les services secrets ont été omniprésents. Et les services, et aussi ce qu'on a appelé les réseaux. Tout un système de relations personnelles, d'intérêts croisés, de corruption, qui a permis, par exemple, de financer certains partis politiques français. Oui, d'accord. Alors, venons-en à l'assassinat du président congolais Ngouabi. Un mot peut-être sur la personnalité de ce dirigeant africain. Je précise tout de suite que je l'ai personnellement connu. Alors, vous avez constaté vous-même que ce n'était pas un président ordinaire. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. C'était quelqu'un d'excessivement simple, enfin, bon, un brave type. Et ce n'est nullement péjoratif. Je nuancerai quand même un petit peu. Votre brave type n'a jamais hésité, lorsqu'il le fallait, à éliminer physiquement ses adversaires. Des adversaires qui voulaient eux aussi se débarrasser de lui. C'est vrai, mais ça n'excuse rien. Bon. Donc sa personnalité, me demandiez-vous. Pour bien la saisir, il faut voir d'où il vient. C'est un homme du Nord, un couillou. Pourquoi insistez-vous particulièrement sur ce point? Parce qu'on ne comprend rien aux problèmes congolais si on ne prend pas en compte le tribalisme. C'est bien plus important que les divisions politiques ou idéologiques. Oui, c'est-à-dire, on appartient d'abord à cette tribu. Exactement. Ouais. Et ça continue encore aujourd'hui. Ouais. Mais il en est de même dans beaucoup d'autres pays africains. Alors, Marienne Ngouabi est originaire d'une famille très modeste. Et il commence par faire ses études à l'école des enfants de troupe de Brazzaville. Il veut devenir militaire, hein? Je crois qu'il n'a guère le choix. Dans ces années-là, pour un Congolais pauvre qui veut s'en sortir, il n'y a pas beaucoup de solutions. C'est l'armée ou le fonctionnariat. Et Marienne Ngouabi doit avoir quelques capacités en matière militaire puisqu'il est incorporé dans l'armée française et que ses supérieurs l'envoient en France suivre les cours de l'école militaire préparatoire, puis ceux de Saint-Cyr-Côte-Quidan. Là où on forme nos officiers. Oui, et en 1962, après l'indépendance, donc, c'est avec un grade de lieutenant qu'il revient au Congo. J'imagine qu'à l'époque, il n'a pas existé beaucoup d'officiers dans la toute nouvelle armée congolaise. C'est juste. Et Ngouabi se voit tout de suite confier un bataillon d'infanterie, puis l'unique bataillon de para du pays, et il est nommé capitaine. Je me souviens qu'il était très fier d'avoir été chef de bataillon. C'est d'ailleurs souvent ainsi qu'il signait son courrier alors qu'il était déjà président de la République. Le chef de bataillon Marienne Ngouabi. Oui. Lorsqu'il revient chez lui, c'est
l'abbé Fulbert Youlou qui a chapeauté l'État. Hein. Oui, un curieux ecclésiastique aux somptueuses soutanes roses ou bleues et qui est fermement soutenu par Paris. Mais la corruption, l'inexpérience ont vite raison de son régime et Fulbert Youlou est déposé en 1963 après une insurrection populaire. Et c'est le président de l'Assemblée nationale, Alphonse Massemba Deba, qui lui succède. Et lui, à quelle ethnie appartient-il? C'est un homme du Sud, donc il doit être Lari ou Bakongo. Mais vous avez raison de poser cette question parce qu'il ne sera jamais vraiment un ami de Mariane Gouabi, le nordiste. Gouabi est donc militaire, hein, un des principaux officiers du pays. Il s'occupe déjà de politique? Oui, il appartient à un mouvement de gauche ou d'extrême gauche qui prône la révolution. Et Massamba Deba, là? Il est socialiste. Alors, politiquement, quelque chose les sépare? Gouabi accuse le président congolais de défendre un socialisme purement africain, un socialisme bantou, comme il le dit. Ah, bantou. Et tandis que Ngouabi, lui? Il est partisan d'un socialisme radical, intégré à la grande révolution mondiale et prolétarienne. C'est donc un marxiste. Marxiste scientifique. Enfin, c'est ainsi qu'il se présentera plus tard lorsqu'il aura pris le pouvoir. Parce qu'il veut appliquer scientifiquement la théorie marxiste. Oui, c'est naturellement de la langue de bois, parce que, on le verra, son marxisme scientifique sera fortement teinté de pragmatisme. Enfin, toutefois, ce qui est intéressant, c'est que le chef de bataillon Mariane Gouabi nourrissait une véritable passion pour la science. Il était titulaire d'une maîtrise de sciences et peu de temps avant sa mort, il avait soutenu un mémoire de 3e cycle sur l'énergie solaire. J'ignorais ce détail, mais enfin, c'était vraiment sérieux parce que, après tout, Madame Ceausescu prétendait elle aussi qu'elle était une grande scientifique. Non. Dans le cas de Ngouabi, il ne s'agissait nullement de supercherie. Et il consacrait une grande partie de ses loisirs à ses études scientifiques. Bon. Fermons la parenthèse et revenons à ces dissensions avec Massamba Deba. Vous pensez bien que le président congolais accepte assez mal qu'un officier de son armée mette aussi ostensiblement en cause sa politique. D'autant que le capitaine Gouabi sort de son devoir de réserve. C'est évident. Encore que le devoir de réserve des officiers africains n'a jamais été respecté et que rares sont ceux qui n'ont pas été tentés un jour ou l'autre de s'intéresser de très près à la politique. Et de prendre le pouvoir. Bien entendu, mais enfin passons. Gouabi irrite donc profondément Massamba Deba. Ouais. D'autant qu'il y a aussi cette question ethnique. Oui, et en 1966, je crois, le conflit devient public. Massamba Deba casse le jeune Gouabi, mais celui-ci refuse de rendre ses galons. Conséquence? Le président cède une première fois. C'est-à-dire la peur d'affronter l'armée? C'est vraisemblable. Le capitaine Mariane Gouabi est très populaire, mais 2 ans plus tard, Massamba Deba revient à la charge et il le fait emprisonner. Cette fois, c'est la guerre, alors. Une guerre qui ne dure pas très longtemps. 2 jours seulement après son incarcération, le jeune capitaine est libéré par un commando de para à la tête duquel on trouve 2 officiers nordistes, dont on reparlera plus tard. Yombi Opango et Sassou Nguesso. Oui, l'actuel président congolais. Hein. Oui, mais Yombi aussi a été président tout de suite après l'assassinat de Gouabi. La suite est logique. Ces officiers rebelles contraignent Massamba Deba à démissionner et Ngouabi devient commandant suprême de l'armée, puis rapidement chef de l'État. Ouais. Il va alors pouvoir appliquer son marxisme scientifique. C'est ça. Le Congo devient une république populaire et Ngouabi crée avec ses camarades officiers le PCT, le Parti congolais du travail. Parti unique, hein. Bien sûr. Est-ce que pour autant, le Congo va rejoindre le camp de l'Est? Non. Et d'abord parce que les 2 grands du monde communiste, l'URSS et la Chine, sont à couteau tiré. Mariane Gouabi, assez habilement, va donc naviguer entre les 2. Le résultat, c'est qu'au Congo même, on va voir beaucoup de coopérants et d'experts soviétiques et chinois maoïstes qui vont naturellement se livrer à une concurrence effrénée. Ah oui, je me souviens avoir vu une usine textile construite par les Chinois où les ouvriers africains se livraient chaque matin à une séance d'autocritique en brandissant le petit livre rouge. Oui, ça devait être assez comique. Et surtout parce que ces Africains accomplissaient ces rites en riant dans leur barbe. Enfin, pardon, je vous ai interrompu. Je vous en prie. Mais il n'y avait pas que ces spectacles comiques. Le parti unique règne sur le pays avec des méthodes expéditives et il ne fait pas bon le critiquer. Ouais. Enfin, vous avez dit que le marxisme de Ngouabi était teinté de pragmatisme, enfin, pour reprendre exactement votre expression. Tout à fait, parce que malgré la présence de tous ces Chinois et Soviétiques, il y a eu aussi des Cubains. Ah ouais. Mariane Ngouabi a donc pris soin de ne pas rompre avec Paris et surtout de ne pas toucher aux intérêts économiques de la France au Congo. Pas de nationalisation? Peu, mais ça se gâtera au fil des ans. Et puis soyons réalistes, le gouvernement français ne pouvait pas voir très longtemps d'un bon œil notre ancienne colonie devenir un pays marxiste. Le gouvernement français, mais aussi tout le camp occidental qui craignait de voir l'influence communiste gagner du terrain sur le continent. Ouais, c'est alors la guerre froide qui rattrape l'Afrique. Oui.
La conséquence, vous la devinez, un jour ou l'autre, il faudra prendre des mesures pour se débarrasser de ce jeune et présomptueux capitaine. Revenons un instant sur l'arrivée au pouvoir du capitaine Marian Gwabi. Dans un ouvrage intitulé « Les dossiers secrets de l'Afrique », Sénène Andria Mirado écrit ceci. En 1966, rejetant le socialisme bantou prôné par Massamba Deba, Ngouabi apparut aux yeux de la gauche congolaise comme l'alternative. Arrêté en juillet 1968, détenu au camp de la gendarmerie, il fut délivré par les paracommandos qu'il avait formés. Retranché avec ses fidèles au camp para de Brazzaville, il y fut rejoint par des syndicalistes, des intellectuels, des dirigeants de mouvements de jeunesse et même par les officiers et hommes de troupes envoyés par le président Massamba Deba pour réduire la rébellion. Marian Gwabi, héros du socialisme scientifique, avait gagné contre les tenants du socialisme bantou. En effet, devant cette vague populaire, comme l'a dit M. X, le président Massamba Deba ne pouvait que quitter le pouvoir. Il démissionnera en septembre, 2 mois après avoir fait arrêter Marian Gwabi. À partir de quand commence-t-on sérieusement à penser à se débarrasser du président Gwabi? Assez tôt, car l'enthousiasme qui a accompagné sa prise de pouvoir s'est rapidement émoussé. Et Ngouabi et ses amis révolutionnaires doivent faire face à de nombreux opposants. À droite, naturellement, mais aussi à l'extrême gauche. Ah oui, parce qu'on ne les trouve pas assez à gauche. Oui, alors il y a toute une série de grèves, d'incidents divers. Voilà. Avec derrière des interventions extérieures? On ne peut pas l'exclure, d'autant que Chinois et Russes tirent à Hu et à Dia, et ils ont chacun leurs hommes à l'intérieur du parti unique. Mais c'est au début de l'année 1970 que se produit le premier vrai coup dur, et là c'est certain, il y a une implication étrangère, et peut-être même plusieurs. Qui alors? Le grand voisin. Le Zaïre. Oui, Mobutu n'apprécie guère d'avoir à sa porte, ou plutôt de l'autre côté du fleuve, un pays qui flirte si ouvertement avec Moscou et Pékin. Il a peur de la contagion. Évidemment, d'autant qu'il y a de nombreux liens ethniques entre les deux anciennes colonies. Mais Mobutu n'est pas seul. D'autres pays de la région, le Gabon par exemple, sont sur la même ligne. Et puis, mais vous allez encore me dire que je fais une obsession, la CIA n'a pas dû rester inerte. Là, vous me coupez l'herbe sous le pied. C'est que je commence à la connaître. Ben, expliquez-vous alors. Là. Mobutu, je vous l'ai déjà dit, avait des relations très étroites avec les Américains. Ouais, on m'a même dit que c'était un agent de la CIA. En tout cas, c'est la CIA qui l'avait aidé à se hisser au pouvoir et à éliminer Lumumba. Et qui va donc encore lui donner un coup de main pour renverser Marian Gwabi? Je le pense, je ne suis pas le seul. Un homme aussi bien au fait des affaires africaines que Jacques Foccart l'a clairement laissé entendre. Ah ouais. Alors, que s'est-il passé exactement? Un lieutenant d'une ethnie sudiste, Kikanga, tente un coup d'État. Et classiquement, avec ses hommes, il commence par occuper le bâtiment de la radio. La radio qui, entre parenthèses, fonctionnait encore grâce à du personnel français. Ça nous permettait d'être très bien informés sur la situation congolaise. Ouais, vous voulez parler des services de renseignement? Naturellement. Donc, Kikanga s'empare de la radio et appelle le pays à se soulever contre la dictature marxiste-léniniste. Mais la réaction de Gwabi est fulgurante. Avec ses pareils, il donne l'assaut. Lui-même? Lui-même, oui. C'est pas banal de voir un chef d'État les armes à la main. C'est vrai, en tout cas, Ngouabi vient à bout de cette rébellion. Les mutins sont tués et l'ordre est rétabli. Mais forcément, ça entraîne un raidissement du pouvoir et la mise en œuvre d'une sévère répression. Oui, forcément. Et vous avez parlé de la CIA, mais la France et Foccart que vous avez évoqué. Eh bien non, je ne vous dis pas que dans les services, nous ignorions qu'il se préparait quelque chose, mais les Français n'ont pris aucune part dans le complot, pour une bonne raison. Les Américains étant derrière cette affaire, il n'était pas question de favoriser une entreprise qui leur permettrait d'accroître leur influence dans notre précaré africain. Ouais. Mais Paris n'est pas allé jusqu'à avertir les autorités congolaises de ce qui se préparait. Je ne le pense pas. Mais vous n'êtes pas sûr? Un agent sur place a peut-être pris une initiative. Enfin, pourquoi pas, après tout, si ça pouvait aussi améliorer nos relations avec les Congolais. Des relations qui n'étaient d'ailleurs pas aussi mauvaises que l'auraient laissé supposer les discours enflammés de Ngouabi et des siens, qui ne cessaient de dénoncer l'impérialisme et le néocolonialisme. Vous voulez dire que
Dans la réalité, Ngouabi était beaucoup plus modéré. Mais ça s'expliquait aisément. Les dirigeants congolais avaient beau dire qu'ils étaient des marxistes, léninistes purs et durs, ils avaient encore besoin de l'aide économique française. Et leur gesticulation n'était souvent que de façade. Au fond, ils étaient restés très francophiles. Ouais, par conséquent, il n'était pas question de susciter un nouveau complot. C'est ça, même si à Paris, on n'aurait pas été fâché de voir tomber Mariane Ngouabi. De le voir remplacé par un président plus docile. Oui, et nous savions que tôt ou tard, ça se produirait. Il suffisait d'attendre et éventuellement de donner un petit coup de pouce au bon moment. C'est-à-dire qu'à Paris, on avait déjà connaissance de manœuvres visant à éliminer le président congolais. Alors, je peux même vous révéler qu'un des meilleurs amis de Ngouabi, Yombi Opango, l'un des officiers qui était venu le libérer après son arrestation et qui commandait maintenant l'armée, avait envoyé des signaux très clairs. Précisé, là. Ce Yombi voulait savoir quelle serait l'attitude de la France s'il prenait le pouvoir. Et que lui a-t-on répondu? On ne l'a nullement dissuadé, mais on ne lui a pas non plus promis une aide. Non, on lui a simplement laissé entendre que s'il réussissait, Paris examinerait favorablement toute nouvelle demande d'aide économique. C'était un encouragement. C'est bon, notez-le bien, c'est ce que Yombi, qui deviendra président de la République congolaise après l'assassinat de Mariane Ngouabi. Ça me paraît donc très clair. Oui, mais il se passera encore plusieurs années entre le moment où Yombi a envoyé ses signaux et la mort de Ngouabi. Toutefois, le ver était déjà dans le fruit, c'est certain, mais si Yombi n'est pas passé à ce moment-là à l'action, c'est que les autorités congolaises devaient faire face à une autre menace, celle de l'opposition de gauche. Quand là? En 1972, les éléments de gauche de l'armée et des gauchistes du Parti congolais du travail tentent un putsch. Le meneur, c'est un certain Ange Diawara. Y a-t-il eu, là aussi, des interventions extérieures? Là encore, on peut soupçonner Mobutu. Enfin, je n'en ai pas la preuve. Et puis, il paraît invraisemblable que le président zaïrois ait pu appuyer un putsch entrepris par des gauchistes. Il aurait pu être tenté de déstabiliser le pouvoir congolais. C'est vrai, mais enfin ça, je n'en sais rien. Ce qui importe, c'est que ce nouveau complot échoue. De nombreux putschistes sont tués, d'autres sont arrêtés. Au total, plus de 2000 personnes sont emprisonnées. Et le chef, là, ce Diawara, il a réussi avec quelques autres à s'enfuir et il crée un maquis. Mais l'armée le pourchasse et 1 an plus tard, il tombera sous les balles des militaires congolais et son cadavre et ceux de ses compagnons seront publiquement exposés à Brazzaville. Vous voyez que votre ami Ngouabi savait ne pas être tendre lorsqu'il le fallait. J'ai jamais dit que c'était mon ami, hein. Je vous l'accorde. Le chef de l'État en profite donc pour épurer les rangs de l'armée et du parti. Il y gagne quelques moments de tranquillité, mais ça ne durera pas. L'instabilité politique est chronique. La situation économique se dégrade rapidement et les relations avec la France se gâtent. Pourquoi exactement? La République populaire du Congo accuse notre pays de l'asphyxier économiquement. Mais ces accusations reposent sur quelque chose de sérieux? Disons qu'elles ne sont pas tout à fait fausses. C'est vrai que la Compagnie des Potasses du Congo, qui procure au pays une grande partie de ses ressources, réduit peu à peu son activité malgré les demandes pressantes de Brazzaville. Et d'autre part, Elf Aquitaine, qui exploite les gisements pétroliers congolais, extrait moins de pétrole que prévu. Volontairement? La Compagnie nationale prétend que ses experts ont surévalué les réserves congolaises. Bon, je vous répondrai simplement que un bon quart de siècle après, le pétrole continue aujourd'hui encore à couler à flot au large des côtes congolaises. Enfin, Elf Aquitaine refuse obstinément d'augmenter les redevances qu'elle doit verser au gouvernement congolais. Ça, c'est peut-être de la mauvaise volonté. N'oubliez pas que notre compagnie pétrolière a d'abord été créée pour être le bras économique de notre présence en Afrique. Elle obéit donc aveuglément au gouvernement. Et si elle réduit sa production, ce n'est sans doute pas innocent. Alors, soyons francs, Paris veut donc étrangler Brazzaville? Ça y ressemble, et l'explication se trouve aux frontières du Congo. Jacques Foccart, si longtemps chargé des affaires africaines sous De Gaulle puis Pompidou, a naturellement suivi de très près l'évolution de la situation congolaise. Et il a confirmé que Yombi Opango avait pris contact avec la France dès le début des années 70. Quant au premier complot, celui du lieutenant Kikanga, voici ce qu'il déclare à ce sujet. Le 23 mars 1970, je suis au balcon pour assister à la première tentative de déstabilisation du régime, celle du lieutenant Pierre Kikanga, un Lari, comme l'abbé Youlou, qui attend son heure dans sa retraite en Espagne. À la tête d'un commando, Kikanga a opéré son coup manqué en partant de Kinshasa. Je suis justement en visite à Kinshasa. Du bureau présidentiel où je me trouve, on voit le fleuve. Mobutu est agité et peu attentif à notre conversation. Il fait des allées et venues vers la fenêtre. Soudain, on aperçoit un petit bateau. Mobutu s'excuse et se précipite sur son téléphone. Il a des conversations très animées, en lingala,
avec plusieurs interlocuteurs. Je le quitte sans recevoir d'explication, mais peu après, j'apprends le coup d'État qui vient d'être tenté à Brazzaville et son échec. Je vais voir le colonel Claude Mademba Sy, l'ambassadeur du Sénégal qui a été éloigné de Dakar et qui semble avoir trouvé chez les Bantous, comme dit Senghor, un exutoire à son activisme. Mademba Sy est un homme loquace. Il ne fait pas beaucoup d'efforts pour me cacher qu'il avait concocté quelque chose avec Mobutu. Ces révélations de Foccart sont extraites d'un ouvrage d'entretien, Foccart parle, tome 2, paru chez Fayard en 1997. Aux frontières du Congo-Brazzaville, avez-vous dit, vous voulez encore parler du voisin zaïrois? Non, je veux parler de l'enclave du Cabinda, la très riche enclave de Cabinda, un petit territoire qu'on a appelé le Koweït africain. Et nous en avons déjà parlé un jour à propos de l'Angola. Oui, il y a une enclave qui était officiellement angolaise. Hein. Mais que les Occidentaux ne désespéraient pas d'arracher à l'Angola marxiste. Ouais. Les intérêts en cause étaient immenses. Ouais, le pétrole. Bien sûr, et peut-être vous en souvenez-vous, ce sont nos services secrets qui ont pratiquement créé de toutes pièces un front de libération de l'enclave, le FLEC, un mouvement armé et financé en grande partie par la France et qui fermait les yeux sur les recrutements de mercenaires qui s'effectuaient à Paris. D'accord. Mais bon, le Congo dans tout ça. Considérons d'abord que ce pays aurait constitué une excellente base arrière pour les combattants indépendantistes du FLEC. Il existait en outre une communauté ethnique entre les Gabindais et les Bakongo, et les Congolais du Sud qui étaient de même origine. Mais le gouvernement congolais ne pouvait naturellement accepter d'héberger ces types du FLEC. À cause, je pense, de sa connivence idéologique avec l'Angola. Bien évidemment. Ces deux pays appartenaient à l'orbite socialiste. Et tous les deux avaient des rapports étroits avec l'URSS. Donc, Mariane Gouabi ne pouvait pas et ne voulait pas de la présence du FLEC chez lui. Mieux, il entendait aider les dirigeants angolais à venir à bout de ces indépendantistes du Cabinda et il disposait d'un atout formidable. Quoi ? La voie ferrée, Congo-Océan, qui reliait Brazzaville à Pointe-Noire. Elle était en piteux état, mais dans les années 70, cette ligne vitale pour l'économie congolaise était en cours de réfection. Mais ce qui est important, c'est que cette voie ferrée longeait la frontière cabindaise. Par conséquent, si les troupes angolaises l'empruntaient, elles seraient à pied d'œuvre pour lutter contre les indépendantistes. Et Ngouabi, devait être prêt à autoriser leur passage. Oui, il l'avait promis à son homologue angolais. Or, notez bien, en janvier 1977, 2 mois avant l'assassinat de Ngouabi, des commandos du FLEC attaquent le chantier du Congo-Océan. Des ouvriers sont tués, des ingénieurs sont enlevés, et les dégâts matériels sont considérables. Et pendant de longs mois, la ligne ferrée sera inutilisable. Et coup dur pour le président congolais. Hein. Et sérieux avertissement, Ngouabi ne s'y trompe pas, et il accuse aussitôt la France d'avoir encouragé cette agression. Et ça tient à votre avis ? Le FLEC étant une création de nos services secrets, ça me paraît clair. Ouais. Mais vous avez dit avertissement. Hein. Est-ce que le président congolais en tient compte ? Bien sûr que non. Il n'est pas décidé à changer de politique. Et en février, si mes souvenirs sont bons, il donne une interview retentissante où il accuse une nouvelle fois la France d'asphyxier son pays. Il ne lui reste plus que 6 semaines à vivre. Justement. Évoquons les circonstances de son assassinat. Un mot avant. À cette époque, Ngouabi a prévu de réunir un congrès du Parti congolais du travail. Et il se murmure qu'on va procéder à cette occasion à un grand chambardement. Certains puissants du régime ont tout à craindre de ces grandes réunions. Ngouabi l'a dit, il n'est pas question de laver le linge sale en famille. Il veut donc un déballage public. Oui. Et ces puissants, comme vous dites là, vont donc agir avant. C'est ce que je crois. Donc d'emblée, vous affirmez que les assassins ou les commanditaires se trouvent parmi les plus hauts personnages de l'État. C'est évident. Cherchez à qui profite le crime. Et même si je ne veux pas prononcer de nom pour ne pas vous faire courir le risque d'un procès en diffamation, il me semble que c'est lumineux. Votre sollicitude me touche. Alors, d'accord. Hein. Mais feignons d'oublier ces noms si lumineux. Et voyons les circonstances de l'assassinat. Ce 18 mars 1977, Mariane Gouabi s'apprête à déjeuner chez lui en compagnie de son fils aîné. Où habite-t-il alors ? Une case-résidence, comme on l'appelle, qui se trouve au cœur de l'état-major des forces armées. Un endroit très surveillé, donc, oui. Protégé. Oui. Et même si Ngouabi n'attache pas une grande importance à sa propre protection, il est certain qu'on ne peut pas entrer chez lui comme dans un moulin.
Il y a à la porte un adjudant qui appartient à sa garde rapprochée. Ce n'est effectivement pas une protection très impressionnante. D'autant que cet adjudant fait partie du complot. Ah bon? Donc Ngouabi, à l'étage, va commencer son repas quand on lui annonce une visite. Le président descend et il se trouve face à 4 hommes. 3 sont en civil, le 4e porte une tenue de combat. Ngouabi le reconnaît aussitôt, c'est l'ex-chef du renseignement militaire, le capitaine Kikadidi, un officier qui a été limogé de l'armée. Un officier qui ne doit pas le porter dans son cœur. Sans doute. Et Kikadidi n'a pas été choisi au hasard. Dès qu'il aperçoit Ngouabi, il sort une arme. Le président se précipite sur lui, tire son pistolet de son étui. Il tue 2 des civils, mais il est finalement abattu, sans doute, par son propre garde du corps. L'adjudant, hein? Oui. Quant à Kikadidi, il s'enfuit. Mais les événements vont ensuite s'accélérer. La direction du pays est aussitôt provisoirement assurée par Denis Sassou Nguesso, le ministre de la Défense. Vous m'avez dit que c'était, Yobi Opango qui sera désigné comme président. Oui, quelques jours plus tard. Toutefois, en 79, il sera remplacé par Sassou Nguesso, le véritable homme fort du pays. Mais revenons à ce qui suit immédiatement l'assassinat. 4 jours plus tard, le cardinal Émile Biayenda, qui avait été le dernier interlocuteur de Ngouabi, est exécuté. Le président aurait pu lui confier quelque chose? Probablement. Il fallait éviter que le cardinal révèle ce que Ngouabi lui avait dit. Mais il y a aussi d'autres exécutions, à commencer par celle du garde du corps du président. L'adjudant fait long, là. D'autres hommes accusés sans preuve d'avoir assassiné le cardinal sont également abattus, ainsi qu'un ancien chef d'état-major. À votre avis, on veut faire taire tous ces hommes? C'est clair. Et en même temps, on se débarrasse de concurrents éventuels. Mais ce n'est pas fini. L'ancien président Massemba Deba est tout de suite arrêté. On lui impute la responsabilité de l'assassinat de Mariane Ngouabi. C'est sérieux, ça? Massemba Deba n'était certes pas un ami du président, puisque c'est ce dernier qui l'avait chassé du pouvoir. Mais on avait noté au cours des dernières semaines que Ngouabi avait amorcé une tentative de rapprochement avec son ancien adversaire. Par conséquent, Massemba Deba n'avait pas intérêt à le faire assassiner. C'est ce que je pense, mais on a trouvé dans les papiers présidentiels une lettre de Massemba Deba. Une lettre adressée à Ngouabi? Oui, et dans ce courrier, l'ancien président conseillait à son successeur de démissionner. Et pourquoi? Parce qu'il jugeait la situation du pays catastrophique et le mécontentement généralisé. Il ajoutait une phrase malheureuse qui lui sera reprochée par ses juges. Il écrivait à peu près que la survie de Mariane Ngouabi commandait qu'il donne au plus vite sa démission. Et ça a été interprété comme une menace. Exactement. Et comme on avait très envie de faire disparaître cet homme politique resté populaire, on l'a condamné à mort et immédiatement exécuté. Il y avait tout juste 1 semaine que Ngouabi était mort. Justice expéditive. N'est-ce pas? Et Kikadidi, l'assassin? Retrouvé 1 an plus tard dans un quartier de Brazzaville, il sera immédiatement abattu. Une liquidation pour éviter qu'il ne parle, lui aussi. Ça y ressemble. Enfin, ça ne vous étonnera pas, la disparition de Mariane Ngouabi se traduira par un réchauffement très spectaculaire des relations avec la France. Mais enfin, le contraire vous aurait naturellement étonné. Un officier, Pierre Anga, ancien aide de camp de Mariane Ngouabi et proche du colonel Yombi Opango, aurait été chargé de rédiger un rapport sur la mort du président congolais. Or voici ce que je lis dans l'ouvrage déjà cité de Sénène Andria Mirado. Son rapport soutiendra-t-il dans une déclaration de 1987, enregistrée sur cassette, a été détruit et lui-même exclu du comité parce qu'il avait dénoncé l'actuel président du Congo, Denis Sassou Nguesso, comme le véritable cerveau de l'assassinat du président Mariane Ngouabi. En réalité, et dès la formation du comité militaire, Pierre Anga avait réclamé le poste de ministre de la Défense et de la Sécurité dévolu à Sassou Nguesso. Il tempêta tant et si bien que Sassou menaça de démissionner si Pierre Anga devait rester au sein du comité militaire. Le choix se fit immédiatement. Anga quitta le comité. Il n'accepta jamais cette éviction. En septembre 1987, refusant d'être interrogé dans le cadre d'une enquête sur une tentative de coup d'État contre Denis Sassou Nguesso, devenu chef de l'État en février 1979, Pierre Anga prend le maquis dans la forêt d'Ikonkono au nord du Congo. En juillet 1988, les commandos de l'armée congolaise lancés à ses trousses le rattrapent et l'abattent. Mort d'un témoin gênant, ça y ressemble. Enfin, il semble bien que Ngouabi savait sa mort proche. Sinon, comment expliquer cette phrase prononcée dans un discours 5 jours avant ton assassinat? Lorsque ton pays est sale et manque de paix durable, tu ne peux lui rendre sa propreté et son unité qu'en le lavant avec ton sang.
qu'en le lavant avec ton sang, qu'en le lavant avec ton sang, qu'en le lavant avec ton sang.